Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans notre football, le podcast du site Lucarne Opposé. On en est au troisième épisode, alors on enregistre, donc troisième épisode, 3 nouveaux championnats à découvrir pour ce troisième podcast. Donc aujourd'hui on commencera avec la mystérieuse et intrigante Super League chinoise que va nous présenter Sébastien Lucas. Je vais m'essayer à ça, tu vas me dire si l'accent est bon, mais ni hao Seb. Ni hao. Ni hao, ok. Bon. Depuis qu'on commence à faire les championnats asiatiques, j'avoue que je suis plutôt Amérique latine, donc j'essaye de faire des efforts sur les accents, mais c'est pas encore trop ça. Ensuite, on va aller avec Jérôme Le Signe, qui nous parlera un petit peu du championnat uruguayen, qui est dans le sprint final actuellement, il reste très peu de journées, mais surtout qui va nous expliquer le mouvement de joueurs qui a secoué le foot tchalois en début d'année. Alors Jérôme, est-ce que le maté il est prêt là ? Le maté est prêt. Ni hao à tous. C'est parfait. Ensuite, vous le connaissez désormais assez bien. Vous connaissez d'ailleurs très bien si vous écoutez les podcasts, si vous êtes des fidèles auditeurs. Et donc, je ne vais pas m'esquinter à le présenter plus que ça. Eh bien, c'est bien sûr l'ami Globerod, Rodolphe El Güero en mexicain, Rubio, plus au sud apparemment. Donc, Rodolphe qui va nous donner une fois de plus des nouvelles fraîches du championnat argentin. Enfin, nous partirons vers les îles de Jurassic Park avec Grégory Chaboch qui nous fera un point sur le championnat du Costa Rica en fin d'émission. Alors, bien sûr, votre humble serviteur pour amener tout ça, enchanté. Et donc, bon voyage à tous. Et donc, c'est parti. Partons donc pour la Chine, ce championnat très polémique en Europe, qui divise, qui froisse les égos européens et sud-américains d'ailleurs. Donc la fameuse Super League de Chine qui est en plein boom actuellement. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà le fonctionnement de ce championnat ? Alors la Super League chinoise, c'est une Super League qui commence au mois de mars jusqu'au mois de novembre, qui regroupe 16 équipes avec de nombreux Sud-Américains. Il y a 29 joueurs Sud-Américains, donc c'est pour ça que ça fait une grosse polémique en ce moment, parce qu'ils commencent à recruter les grands noms, genre Tevez. Il y a eu El Quesson qui est parti il y a quelques années, puis aussi on a Ricardo Goulart et voilà. Donc du coup, et puis les grandes stars européennes qui commencent à venir à coût de dizaines, centaines de millions d'euros. C'est pour ça que les équipes européennes commencent à un petit peu avoir peur. Et du coup, ce championnat, il a combien de temps, l'ère professionnelle en tout cas de la Super League ? L'ère professionnelle, ça date de 1994. Ça a changé de nom en 2004. Ça a été renommé Chinese Super League. Ça a commencé avec 12 équipes, puis 14 en 2005, en 2006. J'ai passé à 15 équipes, à 16 équipes, mais il y a eu une fusion avec 2 équipes de Shanghai et du coup en 2008 on est reparti sur 16 équipes jusqu'au format actuel. Et du coup, ce championnat, on entend souvent parler des mêmes clubs les plus gros, notamment l'immense Guangzhou Evergrande qui me semble écrase le championnat depuis plusieurs années. En plus de Guangzhou, quels sont les gros favoris, les gros clubs historiques chinois ? Alors les gros clubs historiques chinois, il y a Shanghai Shenhua, c'est le club de Tevez actuellement, qui est dirigé par Gustavo Poyet. On a Beijing Guoan, le club de la capitale, c'est le Shandong Luneng qui est aussi un des clubs historiques qui sont là depuis 1994, au contraire de Guangzhou Evergrande qui est un arriviste en fait, un club arriviste qui a été racheté en 2012 et à coups de milliards même de yuan, et qui a fait venir tous les meilleurs joueurs chinois, qui a fait plier la CFA, donc le championnat, la fédération chinoise, en 2012 ou 2013 pour pouvoir avoir 7 joueurs étrangers quand les autres clubs ne pouvaient en avoir que 5. Donc ce club-là, c'est un club c'est un peu comme le Paris Saint-Germain en France, c'est un club qui est assez détesté. Oui, c'est un peu le riche, le gosse de riche qui rafle tout, et ça fonctionne parce qu'ils en sont à leur 5e titre de suite, je crois. 6e titre de champion de Chine, 2 coupes d'Asie des champions, la Champions League asiatique, et ils ont deux Super Cup plus une ou 2 coupes de Chine. Oui, je regardais l'historique du championnat chinois. Ce que je constatais, c'est que
avant ça, avant la domination du Guangzhou Evergrande, en fait, il y avait la domination du Dalian, qui est en fait d'ailleurs actuellement encore aujourd'hui le club le plus titré de Chine, et qui a aujourd'hui disparu en 2010-2011. Il me semble qu'il y a eu une sombre histoire euh, de justice. Enfin, il y a eu un procès, des choses comme ça, des arrestations. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Dalian Shide a gagné 7 titres entre 1994 et 2004, plus un titre en 2005, qui lui en fait donc 8, donc ils sont numéro 1, loin devant. Et en 2010-2011, il y a eu une grosse polémique qui a été entendue dans certains médias en Europe, jusqu'en Europe. Il y a eu des procès pour des matchs truqués, des corruptions. Il y a des patrons de la CFA qui sont partis en prison. Certains propriétaires, arbitres et certains joueurs aussi qui ont fini leur sentence là. Il y en avait que c'était jusqu'à 5 ou 6 ans de prison. Donc ils ont dû sortir. Et du coup, le club, il est descendu il a tout simplement été descendu en. Il est descendu, il n'a pas cessé d'exister. Il existe encore, mais en division inférieure. C'est un peu comme en Corée, c'est-à-dire que les clubs, en fait, il a été rétrogradé en Chinese League 2, et après, les propriétaires s'en sont débarrassés et le club a sombré. Il y a une ou deux saisons, ils ont recréé un semblant de cette équipe-là qui s'appelle le Dalian Transcendence, qui a repris un peu le même symbole, le même logo, et qui a gardé les 8 étoiles historiques du club. Mais à part ça, il en reste rien à part des souvenirs lointains. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, le Guangzhou Evergrande aujourd'hui, donc il me semble qu'il y a 7 journées de passées à l'heure où on parle. Donc le championnat en est à ses débuts, il y a 30 journées. Le Guangzhou Evergrande est déjà en tête. Est-ce qu'il y a donc, a priori, c'est le plus grand favori à sa propre succession, mais est-ce que cette année, il y a des vrais candidats au titre qui pourraient bouger les choses et empêcher Evergrande de rafler le trophée? Alors, des favoris pour essayer de les contrer, oui. Pour les empêcher, non. Parce que pour les empêcher, ça va être très, 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 très compliqué, vu les forces de frappe qu'ils ont. Après, il y a Shanghai SIPG qui est pas mal, qui a recruté Oscar, qui a Hulk, Akhmedov et El Kesson, notamment pour les étrangers. Eux, leur problème principal, c'est la défense. Du coup, y a pas, et je pense pas qu'ils puissent concrétiser la domination qu'ils ont actuellement juste derrière Guangzhou. Ensuite, il y a Guangzhou RNF, qui est un peu le Leicester en ce moment du championnat chinois. À part ça, ça va être très très compliqué derrière. Ça va se jouer. Ils vont surtout se battre pour la 2e et 3e place. Et mais c'est étonnant quand même parce que quand on regarde l'effectif de Guangzhou, j'ai vu que tu avais une bien meilleure prononciation que la mienne, mais bon. Comment tu dis? Guangzhou. D'accord. Donc la dernière fois, on a appris que Séoul se disait Saoul. Et donc là, cette fois, c'est Guangzhou. Et donc voilà, ce que je disais, c'est quand on regarde un peu l'effectif du Guangzhou et sur toutes ses rivaux, il n'y a pas forcément, on peut penser qu'il n'est pas forcément au-dessus des autres, en tout cas en ce qui concerne les joueurs qu'on connaît. Moi, personnellement, vu que je suis énormément le football brésilien, je connais Ricardo Goulart, qui est un très bon attaquant du football brésilien, mais qui n'a pas encore été vu en Europe, par exemple. Mais voilà, le reste, pour les Guangzhou Evergrande, c'est Paulinho, c'est Jackson Martinez. Il y a de l'autre côté, il y en a qui ont Pato, qui ont Oscar, qui ont Tevez. Il y a aussi des grands noms. Pourquoi qu'est-ce qui fait que le Guangzhou Evergrande, il est au-dessus des autres comme ça? C'est une seule chose, les joueurs locaux. Les joueurs locaux, Guangzhou Evergrande, quand ils sont montés, même quand ils étaient en D2, ils ont fait un peu comme Monaco, c'est qu'ils ont lâché beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont acheté les meilleurs joueurs chinois qu'il y avait de disponibles. Actuellement, ils ont 6 ou 7 joueurs de l'équipe nationale qui sont dans le groupe. Il y a des 2 défenseurs centraux, il y a le latéral gauche, il y a le milieu défensif qui est un capitaine Zhang Zhe qui est là. On a un ailier gauche, Yu Hanchao, qui est aussi là. Et du coup, avec tout, ça a fait une bonne émulsion avec les joueurs européens et sud-américains. Et du coup, voilà. Avec Paulinho en plus cette année qui est en feu. Ah, ce Paulinho, il est en feu.
L'Uruguay, on sait quelque chose. Un mot là-dessus, Jérôme, rapidement? Non, rien à rajouter, Par contre, Euh, pour revenir sur les joueurs étrangers, on peut faire une croix sur Jackson Martinez, qui a été la plus grosse erreur de casting de la saison dernière, qui s'est blessé après 2-3 matchs là et qui est en rééducation. Je pense qu'on le reverra pas sous les couleurs de Gang Joe Evergrande. Et en le petit revanche, Roger Martinez. Ah, alors le Roger Martinez, alors en ce moment, donc il s'est blessé au genou après 2 ou 3 journées, la deuxième journée je crois, il s'est blessé au genou. Et là, il devait revenir. Il était prêt pour jouer le dernier match de Asian Champions League. Et apparemment, il y a un petit problème avec soit son ego, soit son compte en banque qui n'aurait pas été fourni comme il voulait. Du coup, ça fait un petit peu polémique. En plus, apparemment, il est pas il est un peu en froid avec son coach, le Sud-Coréen Choi. Et du coup, pour le moment, c'est en stand-by. Tout le monde voudrait qu'il revienne parce que cette équipe de Jiangsu Suning, elle est vraiment très, très, très dépendante de ces Sud-Américains. Et c'est genre dépendante, il marque les 9/10 des buts. C'est fou quand même que Roger Martinez, il avait déjà des problèmes au temps du Racing avec l'encadrement, et là d'entendre qu'il a aussi des problèmes avec le coach et le staff de Jiangsu, ça fait beaucoup. Après, j'avais entendu que de toute façon cet été, il allait partir en Europe, que ça soit dans le club partenaire l'Inter de Milan ou dans un autre club européen, mais je crois qu'il va partir cet été, non? Alors, la question c'est qui c'est qui va venir pour le remplacer? Parce que en attaque, là, à part Gaudi qui est prêté par Shanghai Shenhua et Gowei qui fait 2,20 m, c'est le Peter Crouch là, mais qui n'a vraiment pas le niveau. Il reste Alex Teixeira, mais qui, s'il se fait resuspendre comme le premier match, comme la première fois où il a pris 4 matchs de suspension, ça va être très compliqué. Alors, ce qu'il y a aussi avec Roger Martinez, c'est qu'il est victime aussi du changement de règles qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'on pouvait aligner quatre étrangers, donc 3 étrangers plus un joueur de la Confédération asiatique. La règle a changé et du coup, il est obligé de partager son temps de jeu avec le défenseur sud-coréen qu'il y a dans le groupe de Jiangsu. Et du coup, il n'est pas content parce qu'il estime qu'il devrait être titulaire à chaque match. Et j'aimerais bien terminer par une question très simple. C'est que, comme on l'a dit, le championnat chinois, il a tendance à froisser un petit peu les égos européens et sud-américains qui ne comprennent absolument pas que des grands joueurs partent là-bas. Mais après tout, un championnat est un championnat. Donc, la question est la suivante. Pourquoi ne doit-on pas s'offusquer de voir des grands joueurs comme Axel Witsel, etc., partir en Super League chinoise? Très simplement parce qu'on a fait la même chose en Europe avec les Sud-Américains. On est allé leur piller leurs meilleurs joueurs et ça n'a pas froissé qui que ce soit en Europe. Et donc les Chinois ont l'argent, les Chinois ont une envie, ont un objectif d'accueillir la Coupe du Monde en 2030 ou dans ces eaux-là. Et pour ça, il faut qu'il y ait un championnat attractif. Et malheureusement, les Européens, ils vont devoir se battre. Mais après, c'est une fausse polémique parce que le nombre de joueurs étant limité à 5 joueurs étrangers dans l'équipe, dans l'effectif, et 3 joueurs sur la feuille de match, ça fait pas tant d'options que ça. Et les meilleurs joueurs, on a plus qu'une cinquantaine de meilleurs joueurs en Europe, je pense. On ne peut pas avoir tous les top players qui partent en Chine. Et d'ailleurs, ça en appelle une dernière question. Est-ce que, du coup, tu parles du futur en Chine, tu parles d'avoir une Coupe du Monde, tu parles d'essayer de créer un engouement. Qu'est-ce qu'il en est de cet engouement sur le football en Chine? Est-ce que ça remplit les stades au moins un minimum? Est-ce que les gens parlent? Est-ce que les Chinois s'intéressent au football, tout simplement? Alors, de l'engouement, il y en a. De l'intérêt, il y en a. Le problème, c'est que c'est comme dans tous les pays asiatiques. Si l'équipe nationale ne joue pas bien, si l'équipe nationale fait des performances pitoyables, en fait, ils vont se tourner
et regarder vers l'Europe, ou notamment le championnat anglais ou le championnat espagnol. Et il y a beaucoup plus de monde au stade cette saison. Il y a comme Tianjin, le Chuanjian de Witzel et Pato, où on atteint 25 000 de moyenne. On a environ, depuis le début de la saison, c'est environ 25-26 000 de moyenne dans les stades. D'accord, donc c'est pas mal. C'est quelque chose qui monte et j'avoue que répondre d'une manière, je pense, je voyais la chose comme ça. En effet, il n'y a pas de raison que les Chinois n'aient pas le droit de piquer nos joueurs comme nous on l'a fait avec, tu parlais de l'Amérique du Sud, mais aussi l'Afrique par exemple. Oui, petite question. Et est-ce que le niveau des joueurs chinois, qu'on a assez peu l'occasion de comparer parce qu'ils ne viennent pas en Europe au vu des salaires en Chine et qu'on ne voit pas la sélection chinoise, est-ce que leur niveau s'améliore? C'est la grande question aussi, ça, parce que en fait, les joueurs qui jouent, par exemple, à Guangzhou Evergrande, ont un niveau qui était déjà assez bon. On va parler de niveau Ligue 1, milieu de tableau. Le problème, c'est que dans ce championnat, tu as beaucoup de différences. Tu vas avoir une équipe comme Yandian Funde qui est dernier, et les joueurs ont le niveau entre la CFA et le national. Du coup, le étranger est vraiment intéressant. Le fait que tu aies un staff étranger, c'est les joueurs que d'avoir un staff 100% chinois qui n'a jamais mis les pieds en dehors du pays. Donc oui, ça s'améliore, mais ça va prendre, c'est sûr, ça va être sur le long terme. Il faut regarder les U13, les U14, les U15, parce que avec les strates au-dessus, U20 et les seniors, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup Sébastien, c'était une entrée en matière pour la Chine à Lucarne opposée, puisque tu rentres un petit peu Lucarne opposée il y a peu de temps, mais c'était un peu incontournable aujourd'hui. La Chine devient incontournable, ce qui devenait improbable pour Lucarne opposée de ne pas avoir un chroniqueur sur ce championnat. Et ma foi, on va le suivre avec intérêt. Enfin moi en tout cas, je vais le suivre avec intérêt maintenant. Et tu vas être amené à revenir pour faire des points réguliers sur cette Super League. Merci beaucoup Sébastien. Désormais, on va passer en Uruguay un peu. On va retourner, j'allais dire à la maison parce que Lucarne opposé est très Amérique latine, même si, comme on le voit avec la Chine et la Corée, au deuxième podcast, on essaye de s'internationaliser au mieux. Et donc, on va retourner en Uruguay avec le senior Jérôme Le Signe. Je ne savais pas trop le dire avec un accent espagnol. Non, mais il n'y a pas vraiment d'accent. Jérôme Le Signe. Et donc, Jérôme va nous présenter le championnat uruguayen. Donc, championnat uruguayen, comme on disait dans la présentation, qui en est dans les toutes dernières journées, mais les toutes dernières journées... Alors, pas vraiment, parce que c'est les dernières journées de l'Apertura, donc c'est les dernières journées de la première moitié de la saison. Voilà, justement, c'était ma question. Comment fonctionne ce championnat qui a un fonctionnement assez alambiqué quand même? Alors, non, pas tant que ça, c'est le même... Par rapport au Brésil, ça va. Et c'est un fonctionnement à l'ancienne pour les pays sud-américains, c'est-à-dire avec un tournoi d'ouverture d'Apertura, donc on va dire. Un tournoi Clausura pour terminer la saison. Le tout fait un classement annuel qui détermine un champion. Les 3 dernières équipes qui descendent sont sur une moyenne de 2 saisons. Mais voilà, sinon un fonctionnement assez simple avec pour la première fois cette année un petit tournoi comme ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de matchs dans la saison. Un tournoi entre les deux qui va s'appeler Intermedio évidemment. Et voilà, donc quelques matchs supplémentaires encore. Et du coup la saison, elle se fait sur l'année... civile. Oui, l'année civile. Elle se fait sur l'année civile. Donc là on est dans la première partie. Tout à fait, c'est revenu comme ça. Pendant longtemps ils avaient fait le système européen parce qu'ils estimaient qu'il fallait se mettre un peu à l'heure européenne avec les transferts, etc. Au bout de 10 ans, finalement, comme aucun des autres pays d'Amérique du Sud a suivi, ils sont revenus au système sud-américain, comme l'Argentine principalement, parce que c'est le grand pays frère au niveau des calendriers, etc. Donc ils sont revenus à un système d'année civile au lieu d'année scolaire en France. Et du coup, la seconde question, à chaque fois qu'on commence à regarder un championnat qu'on ne connaît pas, c'est d'abord donc en effet comment il fonctionne, et la deuxième chose c'est qui sont les grands clubs et les outsiders aussi. Ouais, alors tout à fait, mais avant cela il y avait un point sur lequel je voulais quand même revenir pour bien expliquer ce qu'est l'Uruguay. C'est un pays de 3,5 millions d'habitants. Je ne vais pas faire les comparaisons avec la Chine dont on vient de parler, mais 3,5 millions d'habitants, même par rapport au Brésil qui en a 205 à côté, ou l'Argentine 140.
j'ai fait un point Wikipédia avant, j'avais noté. Bon, 140, disons, j'ai du mal à lire, je me trompe de ligne. Mais 140 pour le Brésil ou 44 de mémoire pour l'Argentine, c'est un tout petit pays. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a le Classico qui se joue entre les deux grands leaders, Peñarol Nacional, qui a 60 000 personnes dans le stade, c'est 2% de la population du pays. Donc ça fait vraiment un tout petit pays. En Europe, par exemple, la Belgique, c'est 11 millions d'habitants. Donc malgré cela, malgré ce petit nombre d'habitants, ils ont réussi à avoir un football ultra performant avec deux gros clubs, Peñarol et Nacional, qui ont notamment gagné à eux deux 5 Libertadores, qui ont aussi gagné des intercontinentales. C'est les deux grosses locomotives, avec la moitié du pays qui supporte l'un, grosso modo, et l'autre moitié qui supporte l'autre. À eux deux, 5 Libertadores, il me semblait que Peñarol en avait beaucoup plus que ça. Peñarol en a 3 et Nacional en a 2. D'accord, ok. Faut que j'avise mes fiches. Oui, ou alors c'est moi qui dis vraiment n'importe quoi. Non, je te fais confiance. Pierrot, voyez, pas de centre. Et donc voilà, c'est vraiment deux grosses locomotives qui attirent les meilleurs joueurs, qui forment aussi souvent les meilleurs joueurs, qui ont le plus de supporters. Voilà, dont les Classicos qui sont les gros matchs. Je dis une bêtise, hein, c'est 5 Libertadores et 3 intercontinentales. Tout à fait. Donc j'ai dit une bêtise, c'est bien 5 Libertadores. Tu avais raison. Écoute, j'en profite pour faire mon mea culpa. Le Brésil a bien 200 millions d'habitants. On se comprend sur nos propres pays, c'est très bien. On est bien, on est précis. Et donc voilà, deux gros clubs et derrière des plus petits clubs qui cherchent à se défendre mais avec des petits budgets, hein, parce que les clubs dont je vais parler derrière, Danubio, Defensor, voilà, c'est des clubs qui ont des budgets inférieurs à 2 millions de dollars annuels, vraiment des petits clubs, mais qui arrivent à former, par exemple, le Defensor qui est leader cette année, qui est deuxième mais qui se bat pour le titre cette année, à former des grands joueurs comme Diego Roland, De Arrascaeta que vous voyez souvent au Brésil, pour les derniers. Je pense que le rédacteur en chef de Lucarno Posé a rigolé quand tu as dit grand joueur et Roland dans la même phrase. Mais alors, en Uruguay, il est très apprécié. C'est-à-dire que pourtant c'est le 3e attaquant de la sélection derrière Cavani et Suarez. Mais ça reste un joueur qui est très apprécié parce qu'il a répondu présent, alors souvent, pas toujours, mais il a quand même répondu pas mal présent quand on avait besoin de lui au début de la phase des éliminatoires. Donc à côté de ces clubs, donc avec des petits budgets, voilà, ça a une ambiance quand même assez champêtre et familiale. Avec comme je disais, assez peu de supporters dans les stades, des petits stades de 5 à 10 000 personnes maximum, et malgré tout un football qui a réussi à se développer, à avoir un rôle prépondérant au niveau mondial, en étant souvent qualifié dans les derniers carrés en 2010 pour la Coupe du Monde, mais dans les meilleures équipes, que ce soit pour les Copa América ou les Coupes du Monde. Les Libertadores, les clubs uruguayens sont régulièrement dans le dernier carré de Libertadores, voire en finale, comme la dernière en 2011, je crois. Tout à fait, Peñarol contre le Santos de Neymar en 2011 déjà. Avec déjà une grosse bagarre entre Brésiliens et Uruguayens, il me semble. Ou c'était l'année d'après. Non, c'était là. La finale, les Brésiliens de mémoire n'avaient pas pu faire le tour d'honneur. Ah oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc déjà, puis le match s'était joué à pas grand-chose à l'époque. Santos avait gagné, mais c'était quand même serré avec Peñarol. Le match s'était joué au retour. Bon, voilà. Et donc l'autre point sur lequel je souhaitais revenir sur l'Uruguay, c'est un mouvement de grève qui a lieu actuellement pour lutter justement contre le mal du football uruguayen, qui sont dans cette ambiance de petits clubs avec des grands joueurs. Tout un monde qui est venu se greffer d'agents véreux, d'intermédiaires, de système de third party ownership sur les joueurs, de transfert, de bridge transfer, c'est-à-dire que des clubs uruguayens qui achètent des joueurs pour les revendre par la suite pour éviter l'impôt. Et donc il y a tout un mouvement des joueurs qui est parti de la seconde division et des joueurs internationaux aussi pour un meilleur football et un championnat plus équitable, disons. Les joueurs ont un opposant principal dans ce combat qui est Paco Casal, qui est une sorte un mogul du football uruguayen qui possède la chaîne qui diffuse le championnat, qui diffuse aussi la Céleste, la sélection, et qui possède aussi les contrats par exemple d'équipementier de la sélection. Vous allez me dire le contrat d'équipementier par exemple c'est Puma qui l'a, mais en fait Tenfield, la société de Paco Casal l'achète à la fédération et le revend pour 3 fois plus cher à Puma. À un moment donné, les joueurs... Pour clarifier, il y a une entreprise tierce qui achète les droits à la fédération pour les revendre à un équipementier. Voilà, tout à fait, qui fait une sorte d'intermédiaire en au passage arrosant tout le monde, c'est-à-dire qu'il l'achète moins cher à la fédération parce qu'il y a des soupçons de corruption, c'est-à-dire que le soupçon qui est assez généralisé, mais tout le monde le sait, disons,
c'est qu'il y a en contrepartie des rétrocommissions, comme on dit, qui vont à la fédération pour les principaux dirigeants de la OUF, la fédération uruguayenne. Et donc les joueurs ont décidé à l'été dernier, avec un premier communiqué des joueurs internationaux, dont Suarez, Cavani, etc., Forlan même aussi qui s'y était associé, même s'il n'est plus joueur de la sélection. Mais tous ces joueurs avaient publié un communiqué pour dire que basta, ça pouvait plus durer comme ça, qu'il fallait que ça s'arrête et qu'il y ait des vrais appels d'offres, par exemple, sur les droits, sur le droit d'équipementier, qui était le problème à l'époque. Et ça avait fonctionné grâce au communiqué qu'ils avaient fait. Nike s'était positionné. La OUF n'avait pas eu d'autre choix que de dire à Tenfield de dire soit vous mettez autant d'argent que Nike, soit on filera le contrat à Nike. Finalement, le contrat avait été multiplié de mémoire par 3, c'est-à-dire que grâce au communiqué des joueurs, la fédération avait pu récupérer 3 fois plus d'argent, ce qui est dans un championnat relativement pauvre comme le championnat uruguayen quelque chose de très important. Mais du coup, Puma là encore. Puma là encore parce qu'il s'était. Alors c'est ça qui est de rigolo, c'est qu'au final, ils s'étaient alignés. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai problème, c'est qu'ils avaient pu s'aligner. C'est-à-dire qu'ils payaient ils payaient 3 fois moins cher pour un contrat. Comme quelqu'un d'autre était venu, ils avaient dit bon, bah, pas grave, on va vous mettre 3 fois plus. Si les joueurs n'avaient pas fait leur communiqué, si les joueurs de la sélection n'avaient pas fait le communiqué avant, le contrat aurait été fait à l'ancienne sur un coin de table entre Tenfield, donc la société intermédiaire, et la OUF, et personne n'aurait rien dit. La fédération aurait eu 3 fois moins d'argent. Pourquoi ces combats sont importants? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste, donc comme je le disais, un championnat pauvre, avec que 2 divisions professionnelles et des joueurs en 2e division professionnelle, par exemple, qui touchent pas plus que le salaire minimum qui est de 500 € en équivalent par mois, et que c'est des joueurs qui souvent aussi... C'est pas possible, tu sais très bien que le monde du football n'est peuplé que de gens riches avec des grosses voitures. Oui, alors ce qu'il y a de la spécificité de l'Uruguay, pour le coup, c'est qu'encore une fois, c'est un tout petit pays et que c'est le genre de choses où là, les joueurs ont une vraie conscientisation et qu'ils l'ont fait savoir. Et que pour une fois, alors ce qui change, parce que alors, je suis d'accord avec toi, tout le monde le sait, mais assez peu de personnes ont osé le dire comme les joueurs uruguayens ont su et pu le faire. Et ça il y a une certaine conscience derrière tout ça qui a été assez admirable, qui a commencé, comme je le disais, en 2e division, c'est-à-dire que dès l'année dernière, des joueurs comme ceux de Miramar Misiones, certains avaient des retards de salaire, ils ont décidé de jouer avec la main sur les yeux les premières minutes pour montrer leur opposition. Ça faisait des images assez hallucinantes. Et voilà, et il y a dans tout cela, comme c'est encore une fois une petite société parce qu'il y a assez peu de joueurs, sont venus s'agréger les grands joueurs et les grands noms qu'on a vus comme Suarez et Godin au dernier match entre le Barça et l'Atlético, qui portaient le t-shirt avec le slogan des joueurs Más unidos que nunca, qui est plus unique que jamais. Et eux s'associent à cela parce qu'ils connaissent justement l'environnement et comment fonctionne le football uruguayen. Et ça a vraiment eu un grand effet et c'est très positif. Et il y a des améliorations. On voit déjà, comme sur le contrat d'équipement, où les choses ont changé. Les joueurs ont pris conscience qu'ils devaient aussi être acteurs. Et il n'y a pas tant d'endroits que ça où ça a pu arriver. Oui, d'autant plus que ça doit monter très rapidement gros joueurs. Comme tu le dis, s'il n'y a que 2 divisions professionnelles, ça fait aussi très peu de joueurs professionnels en Uruguay. Tout à fait. Et quand on dit professionnel pour la 2e, c'est déjà limite. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont besoin de travailler à côté ou d'avoir une autre activité, tellement c'est compliqué. Il y a la même chose, il y a une grande paupérisation des basses divisions vraiment inférieures au Brésil également. Malheureusement, ils sont encore très loin de se soulever, même si au dernier podcast, on avait parlé d'un mouvement initié par Rai et d'autres qui a fait un peu parler de lui, mais qui est déjà un peu passé sous silence. Et c'est vrai qu'on voit des choses comme ce qui s'est passé en Uruguay, soutenues par des joueurs en activité et au top de leur carrière, c'est vraiment admirable parce que Luis Suarez, c'est typiquement le genre de choses, certains joueurs de l'acabit de Luis Suarez, avec la carrière qu'il est en train d'avoir actuellement, dans le moment dans lequel il est, par rapport à ses sponsors, par rapport à plein d'autres choses comme ça autour de lui, il aurait pu refuser en termes d'image de s'investir comme ça dans un tel mouvement protestataire. Tout à fait, mais il y a un personnage que je n'ai pas encore cité et que je dois citer par honnêteté intellectuelle, qui est le sélectionneur Oscar Washington Tabares, qui a conscientiser encore une fois ça auprès des joueurs professionnels. Il y a certains joueurs où c'est plus facile, disons, qui ont une intelligence et à qui ça permet de le faire plus simplement. Diego Godin est très investi aussi là-dedans, parce que Diego Godin est un joueur formé à Cerro dans un petit club qui connaît les difficultés. D'autres n'auraient pas eu forcément ce lien avec ça, comme Suarez, mais grâce notamment au lien du sélectionneur, qui est un homme extrêmement intelligent, dont le frère a longtemps été un dirigeant. C'est combien d'années d'ailleurs qu'il est à la tête de la Céleste de l'équipe nationale 11 ans, depuis début 2006. Ouais. Eh ben, ça en fait. Ça doit être un des records au monde, non? Oui, je connais pas beaucoup d'entraîneurs.
C'est un record. Il y avait des sélections dans les années 30, 40 qui l'ont battu. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un record officiel parce qu'il y avait des sélectionneurs fut un temps et encore dans les petits pays aujourd'hui comme à Saint-Marin, je crois, où les sélectionneurs peuvent rester plus longtemps. Mais disons sur un vrai pays de football, c'est un vrai, Voilà, c'est un vrai exploit et c'est un vrai miracle parce qu'en plus l'Uruguay avant a connu des dizaines de sélectionneurs sur le même type de période. Voilà. Et une petite question, puisque tu as cité son nom et que je me demande où il en est, c'est l'ami Diego, ce magnifique belâtre de Diego Forlán. Où est-ce qu'il en est? Diego Forlán joue au golf. Plus sérieusement, cette dernière pige qu'il a faite est en Inde. Il ne joue plus à l'heure actuelle. Les rumeurs voudraient qu'il refasse la prochaine saison dans le championnat indien, mais il a plus ou moins arrêté le football à l'heure actuelle. Il s'adonne à sa passion, qui est pour de vrai, hein, sa passion est le golf. C'est pas le maté? Aussi peut-être, mais surtout le golf. Moi, j'avais juste une question, Jérôme, c'était plus sur l'aspect, l'Amérique du Sud, c'est assez connu, à part pour la beauté du foot et la INCHA, c'est aussi connu pour la corruption et l'insécurité. Je sais qu'en ce moment, en Uruguay, du côté de Peñarol et d'autres clubs, ça se passe pas super, même si le gouvernement essaie de travailler là-dessus, non? Oui, alors il y a plusieurs questions en une. Il y a beaucoup de débats sur la sécurité encore, parce que l'année dernière, il y a le Classico qui a été annulé. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, avec notamment des tribunes très violentes où baigne dedans beaucoup de criminalité. C'est très compliqué. Ils ont installé des caméras de vidéosurveillance un petit peu partout à reconnaissance faciale à la demande de la fédération. Contre Palmeiras, par exemple, elles n'ont pas fonctionné. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce qui va pouvoir faire éventuellement pour nettoyer, ce serait le retour de la police dans les tribunes. Mais ça, pour le moment, le gouvernement dit c'est un spectacle privé, donc on ne veut pas mettre la police dans les tribunes. Il doit y avoir encore aussi une histoire de corruption pour que le gouvernement refuse de clairement prendre les choses en main. Pareil, c'est pas une histoire de corruption, c'est la logique dans pas mal de pays, c'est de dire que le football brasse assez d'argent pour pas que ce soit l'État qui a protégé l'intérieur d'un stade. Sur le fond, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas à l'État, au club de payer sa propre sécurité, sauf que le problème, c'est que dans beaucoup de clubs en Amérique du Sud, et pas qu'à Peñarol, mais les sociétés de sécurité sont noyautées par les clubs, un peu dans la même chose que ce qui se passe en Corse d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de problèmes avec ça, et l'État veut pas s'engager parce que ça coûterait pour l'État extrêmement cher de sortir les divisions de CRS dans les stades, et c'est extrêmement dangereux. Comme on parle, dis-moi. C'est un sujet sans fin, voilà. Oui, non. Non, c'était juste pour ajouter, parce que j'ai d'y penser, on parle de la sécurité. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, Jean-Philippe Savry, je fais un peu de pub pour lui, dont Nico sur Lucarno Posé a retweeté. Il a fait pas mal de reportages sur les Barras Bravas de Boca et autres. Et je crois que c'est hier que Lucarno Posé a retweeté sur son Twitter un article de Jean-Philippe Savry. Donc ça parle aussi un peu de la corruption dans la police qui essaye avec les Barras Bravas de Boca de cacher les armes quand la police arrive et tout. Donc c'est assez intéressant aussi d'en parler du côté argentin aussi que du côté uruguayen. Ouais, c'est pas exactement la même chose, c'est plus calme. L'Uruguay est un pays beaucoup plus calme que l'Argentine. Le problème est beaucoup plus circoncis à un club en Uruguay qui est Peñarol, principalement national là aussi, mais beaucoup moins. Il n'y a pas de problème de police comme tu le dis en Uruguay, là, enfin du moins pas que je sache, et vraiment ça m'étonnerait si je l'apprenais demain. Il n'y a pas de problème de corruption pour la police. Non, c'est vraiment beaucoup de mafieux qui sont enrichis d'abord avec le trafic de drogue, qui sont rentrés, qui ont un peu noyauté les clubs en faisant acheter la sécurité du club, en organisant cela autour. Alors c'est vraiment un moyen aussi à un moment donné, c'est du banditisme, tout simplement, c'est du grand banditisme. Et c'est plus ça qu'il va falloir à un moment donné couper, séparer de certaines tribunes. Et Peñarol a pour le coup beaucoup de mal à le faire, ce qui est parfois incompréhensible, mais ils ont beaucoup de mal à se séparer de certaines tribunes. Et pour terminer sur l'Uruguay, Jérôme, je voulais te demander, là, donc, comme on l'a dit, l'Uruguay, on est à 2 journées de la fin de l'Abertura, de la première phase. Qui est en tête, comment ça se passe, où est-ce qu'on en est pour ces 2 dernières journées? Alors pour l'Apertura, le match va se jouer ce samedi à 20h30 le championnat va se jouer ce samedi à 20h30 heure française, avec un match entre le premier et le deuxième, tout simplement, entre Nacional qui est premier, toujours aussi solide. L'équipe de Lasarte est extrêmement stable depuis quelques années déjà, et sont en place, que ce soit en championnat ou en Libertadores, comme on a pu le voir. Face à eux, 2 points derrière, il
il y a le club du Defensor, comme je disais tout à l'heure, qui lui est bien plus un club formateur, qui a des hauts et des bas, parce que justement c'est compliqué quand on est un club formateur d'être tout le temps au top, mais qui réalise une très très bonne saison avec de nombreux très bons jeunes qu'on sera amené à revoir plus tard, comme l'attaquant Maxi Gomez ou le latéral Mathias Zunino. Et donc un match très intéressant parce un match, une sorte de petite finale entre le premier et le deuxième ce samedi soir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je disais donc en effet, c'est une petite finale. C'est une petite finale avant l'heure, avant la dernière journée, une petite finale pour cette première partie. Et écoute, merci beaucoup Jérôme pour ce point Uruguay. Et l'Uruguay étant un très bon championnat, on est amené à en reparler. Et notamment quand bientôt, je le promets, on va faire un spécial Libertadores. Et là, il y aura des choses à dire sur l'Uruguay. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux choses mauvaises de Peñarol, mais il y a aussi des choses très bonnes, comme tu l'as dit, avec le National, qui depuis 2 saisons, ma foi, est tout à fait en forme et propose un jeu très alléchant. Tout à fait présent, ouais. Et bien maintenant, nous allons passer, une fois n'est pas coutume, on l'adore, cette ligue, c'est une des plus grandes ligues d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, même du monde, je dirais. Si je vais à Buenos Aires, je vais me faire taper. L'Argentine, messieurs, dames, Rod, El Rubio, El Güero de Lucarno Posé. Alors, Rodolphe, dis-nous, puisque tu nous l'as présenté la dernière fois, où on en est après ces semaines, ces journées de championnat à 30, comme on le rappelle. À 30, exactement. Écoute, le Racing sera champion, meilleur buteur, Licha Lopez. Voilà, c'est terminé, on arrête. Merci Rodolphe. Voilà, et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Non, plus sérieusement, écoute, on vient de finir la 22e journée du championnat argentin. On va dire qu'il n'y a pas eu de gros changements en haut. Les gros sont toujours là. Boca Junior, malgré des fois que ça soit un peu plus difficile avec la blessure de Gago il y a quelques semaines, comme je l'avais dit dans le dernier podcast, et de Centurion, l'ancien du Racing par ailleurs. Ils continuent quand même leur rythme de croisière. Ils sont imposés, on va dire que le dernier Arsenal, c'était pas non plus le plus gros match. Arsenal qui va normalement descendre, c'est quand même un club historique. Encore plus un peu pour le Racing, parce que dans l'histoire d'Arsenal, pour la petite parenthèse, les couleurs du club reprennent celles du Racing et d'Independiente. Donc, c'est un peu les 2 clubs ennemis d'Avellaneda. Donc, ça, c'était un peu pour la petite parenthèse. Sinon, ça, Rosario le maillot bleu d'Arsenal avec la bande rouge, c'est un mélange du Racing avec Independiente. Ouais, exactement. Ils ont un peu repris et puis c'est. Écoute, je vais pas te mentir, je sais pas exactement d'où ça vient. C'était peut-être pour un peu regrouper des personnes qui étaient tant comment dirais-je. En faveur du club du Racing que d'Independiente, ou alors c'était des fans qui peut-être n'avaient pas trouvé leur club de cœur, donc ils se sont dit on va peut-être prendre les couleurs des 2 clubs. Je pourrais pas vraiment te dire d'où ça vient exactement, ça serait un bon sujet à voir, mais en tout cas ça reprend les couleurs des 2 clubs ennemis d'Avellaneda. C'est étonnant. Donc ce sera à creuser. Ouais, exactement. Par contre, dans ce match, on va pas non plus trop monter sur un piédestal un joueur, mais Gonzalo Maroni, qui a fait son premier match à 18 ans avec la A de Boca, lui qui a été formé à l'Instituto de Cordoba. Alors pour pas mal de gens, ça dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un club quand même qui a vu Paulo Dybala, qui a joué là-bas, et un certain Marcelo Bielsa. On sait que Marcelo Bielsa, sa carrière de joueur n'est pas fantastique, n'a pas été énorme, mais il a quand même joué quelques matchs avec l'Instituto de Cordoba qui en ce moment joue en Primera B. Donc c'est la 2e division d'Argentine. Donc ça, c'était aussi pour la petite parenthèse. Donc ça, c'était pour Boca. Après, le reste des équipes, Newell's tient le coup. San Lorenzo, c'est un peu repris. On va dire que pour l'instant, le haut du classement, les équipes se tiennent. Colón, qui arrête pas d'affoler les records depuis son changement d'entraîneur, qui arrête pas de monter. Donc ça, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. C'est assez marrant de voir que l'entraîneur à l'époque de Colón était à Huracan. Il y a eu un changement et depuis, ils n'arrêtent pas. Ils étaient dans les 12e, ils étaient 12e et puis maintenant, ils se retrouvent 3e en Libertadores pour l'instant. Donc c'est impressionnant ce que fait Colón de Santa Fe en ce moment. River Plate a un match en retard, n'a pas joué comme Tucumán, comme il jouait en Libertadores, ça a été reporté. Le Racing, pour revenir à des choses un peu plus locales, ça s'est mal passé. Petite question avant que tu attaques ton Racing, chéri. River, pourquoi ils sont systématiquement en retard en championnat, en Libertadores,
partout, Libertadores sont en retard, ils jouent pas avec les autres, ils jouent pas en même temps que les autres. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est par pédance ou il y a vraiment un problème? Bah après, je vais pas dire qu'ils sont favoritisés ou autre, mais je vais dire qu'ils avaient des matchs de Libertadores qui étaient assez importants. Après, c'est peut-être parce qu'on voit que River, comparé aux autres clubs argentins, marche bien en Libertadores. Donc peut-être qu'on les a avantagés de ce côté-là en leur retardant certains matchs, dont celui-là qui était contre Tucumán, qui lui aussi joue la Libertadores. Donc après, de ce côté-là, je veux dire, il n'y a pas non plus de mafia derrière ou de coup monté comme on pourrait l'avoir avec Independiente et son président. Je vais en revenir un peu plus tard, mais non, je pense pas. D'accord, non, d'accord, je parlais pas directement de mafia, c'était vraiment juste, je me demandais. Ouais, non, je pense pas. Écoute, pas à ma connaissance. Après, il y a eu des problèmes aussi de terrain à l'époque et tout. Donc après, c'est peut-être un concours de circonstances, mais de ce côté-là, non, pas que je sache de ce côté-là, non. Donc après, je revenais sur le Racing. Donc tu peux aller sur ton Racing, Shell. Non, je vais aller très vite. Ils étaient sur une belle série et on pensait qu'à Temperley, malgré que Lautaro Martinez ne soit pas là comme il a été retenu avec la sélection U20 pour la Coupe du Monde en Corée du Sud, on pensait que ça allait bien aller. Non, en fait, 3-0 par Temperley qui est dans les bas-fonds du classement. Donc, ça se passe pas si bien que ça. Il retombe à la 7e place. Donc, de ce côté-là, c'est un peu montagne russe. Donc, c'est pas top de ce côté-là. Derrière, Banfield revient. Independiente a un match en moins, mais peut revenir aussi à un point du Racing et on sait que le Classico arrive dans 2 matchs, donc ça va être aussi intéressant de ce côté-là. Rosario remonte bien. On parlait de Colón avant. Colón, ils ont fait un changement d'entraîneur. L'entraîneur de Colón est parti à Rosario. L'entraîneur de Rosario est parti à Colón et les deux équipes sont en train de bien remonter. Rosario est 10e maintenant. On sait qu'ils sont partis loin. Ils étaient 25e au bout d'un moment. Donc, ils remontent très, très bien aussi. Et les prochains matchs, il y a des super affiches la semaine prochaine en Liga argentine. On aura du Estudiantes Boca Junior. On aura du Colón Tucumán, du San Lorenzo Rosario Central et même du Racing Gimnasia La Plata, même si le Gimnasia n'est pas super en ce moment. Ça s'est un peu calmé après leur nombre de séries de victoires impressionnantes. Et on finira par un Newell's Independiente qui sera vraiment beau. Donc, les 7 dernières journées de la Ligue argentine vont être vraiment belles. Il y aura des gros chocs. Il y a Boca River qui va arriver. Donc, ça va être vraiment beau à voir, quoi. Tiens, d'ailleurs, une question. Tu parlais des affiches à venir, et ça, c'est une bonne question. Ouais. Comment suivre depuis la France le championnat argentin? Écoute, tout simplement, on va pas passer par 3000 chemins. YouTube, c'est pour l'instant encore gratuit, donc YouTube, c'est assez simple. Il y a pas mal de chaînes comme Football para Troncos qui retransmet en direct les matchs. Puis pour ceux qui peuvent pas les voir en direct, YouTube les garde en mémoire. Donc tu peux te refaire, si ça te dit, un dimanche après-midi, le match du vendredi soir ou du samedi soir. Donc de ce côté-là, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur des sites de streaming illégaux. Tu vas juste sur YouTube et tu tapes le match, par exemple Independiente Racing, et tu fais option de recherche en direct. Et puis tu as 5-6 chaînes qui tournent en rond avec les affiches, quoi, de ce côté-là. D'accord, oui, c'est vrai que j'avais oublié que le championnat d'Argentine avait profité à un moment de ce programme Football para Todos qui est terminé. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Il est en train de ouais, exactement. Mais donc de ce côté-là, il faut en profiter. Ouais, c'est un peu la beauté de l'Amérique du Sud aussi. Il y a l'officiel et l'officieusement qui tournent bien à plein régime, on va dire. Le fameux Blue, on va dire que c'est le championnat Blue. Puisqu'en Argentine, il avait l'argent bleu, une espèce de réseau souterrain parallèle de monnaie. Parallèle, exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Et... Oui, dis-moi. Non, j'allais enchaîner. Tu voulais nous parler de l'Independiente. J'espère que tu le feras avec objectivité, puisque rappelons que c'est le grand rival de ton club de cœur en Argentine. Non, je ne doute pas que tu sauras le faire avec. Non, je vais pas tomber dans. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est juste qu'on a eu aujourd'hui l'affirmation que Ezequiel Barco, qui tourne bien en ce moment avec l'Independiente,
qui, grâce à lui, on va dire pas que grâce à lui, mais en grande partie remarche bien et remonte au classement. On a su qu'il n'allait pas participer à la Coupe du Monde du vin, qu'il allait revenir à l'Independiente pour jouer les prochains matchs, dont le Clásico d'Avellaneda contre le Racing dans 2 journées. Et on se dit, tiens, c'est bizarre quand même qu'il soit pas retenu pour la Coupe du Monde U20. Et après, quand on cherche un peu par-ci, par-là, on voit que Hugo Moyano, le président d'Independiente et de certains autres clubs, et il a une main mise dans l'économie argentine aussi et dans les syndicats. On voit que c'est le trésorier de l'AFA, de la Fédération d'Argentine de football, depuis peu. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, il a dû parler un peu à la fédération pour retenir ce joueur qui marche bien, comme je l'ai dit, avec l'Independiente et qui, grâce à lui, est revenu dans les 10 premières places du classement. Et donc, je trouve ça un peu dommage qu'encore une fois, on pensait l'AFA avec la nouvelle direction qui serait un peu moins entachée et avec moins de mainmise de ce côté-là sombre de l'AFA. Eh bien non, on revoit encore aujourd'hui que à cause de Hugo Moyano, qui est le trésorier de l'AFA et qui est le président de l'Independiente, a eu son mot à dire pour parler à l'AFA et dire, écoutez, les enfants, vous êtes bien gentils, mais nous, Ezequiel Barco marche bien avec l'Independiente. On a des matchs importants qui arrivent, dont le Clásico contre le Racing dans quelques semaines. Donc, il va rester chez nous, quoi. Et je trouve que cette malhonnêteté et le fait de trouver des excuses comme quoi il participait pas très bien aux entraînements avec la sélection U20. À ce moment-là, il doit revenir du côté d'Avellaneda à Buenos Aires. Je trouve que c'est monté en épingle et c'est vraiment, je trouve, malsain, encore une fois, avec la nouvelle direction de l'AFA, quoi. D'accord. Et il me semble que tu voulais, pour rapidement revenir sur les sélections, nous parler rapidement d'une interview de Baoza qu'il y a eu la semaine dernière. Rappelons que Edgar Baoza a été démis de ses fonctions. Où on en est sur la écoute, il a dézingué tout le monde. Bon, en même temps, il a dézingué tout le monde, oui et non. Après, il a dit sa version des faits, et puis on peut le comprendre. On peut le critiquer à plusieurs égards sur le fait que l'Argentine, à cause de lui, n'est pas qualifiée pour le moment pour la prochaine Coupe du Monde. Et on peut lui dire plein de choses, on peut lui trouver plein de choses contre lui. Après, faut pas oublier qu'à l'époque, quand on cherchait un sélectionneur pour l'Albi Céleste, il y en avait pas 25 qui couraient les rues, et puis ça a été un des premiers à venir, malgré qu'il savait que la situation de l'AFA et la situation de l'Albi Céleste. Donc après, il s'est défendu. Il a dit qu'il savait très bien que depuis quelques semaines et que malgré la défaite en Bolivie, il savait déjà avant qu'il allait être viré entre parenthèses et que le choix avait été fait déjà de prendre Sampaoli, qui normalement, je le dis encore une fois, avec des pincettes, devrait signer fin mai pour l'Argentine. Il est en train de préparer un peu son staff. Il a appelé l'entraîneur actuel qui était dans son staff à l'époque avec le Chili, Sébastien, j'arrive jamais à dire son nom de famille parce que c'est compliqué, Sébastien Becacheke. Ouais, voilà. Donc, Sébastien Becacheke qui a été interviewé il n'y a pas longtemps en disant que Sampaoli l'a appelé personnellement pour le vouloir dans son staff avec d'autres anciens joueurs avec lui. Ça a été démenti, mais si on cherche un peu, on sait que ça a bien été effectué. Donc, il est en train de monter son staff petit à petit, Sampaoli, et on pense que c'est Sampaoli qui va reprendre la sélection avec peut-être Milito pas loin, Gabriel, il y aura peut-être donc Sébastien Becacheke, il y aura peut-être aussi d'autres anciens joueurs. Donc de ce côté-là, il a été un peu direct. Baoza, c'est un peu normal. Il savait que déjà il était sur une place, sur un siège éjectable. Donc après, il a dit toutes les vérités, mais après, il n'est pas allé non plus dans l'extravagant. Il a dit que c'est lui qui gérait l'équipe d'Argentine et pas certains joueurs dans le vestiaire, comme on aurait pu le dire, et moi le premier. Moi, je pense qu'encore Messi a son mot à dire dans le vestiaire, comme d'autres joueurs comme Javier Mascherano et d'autres anciens. Mais lui, il a dit que non, c'est lui à 100% qui fait les choix de la sélection et qui n'a pas pris Icardi de l'Inter, car pour l'instant, il veut encore le voir sur plusieurs matchs. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu de grosses punchline dans son interview, seulement qu'il savait que depuis quelques
quelques semaines, bien avant le match de Bolivie. Moi, j'aurais une question sur la sélection argentine. Le fait que Lavezzi ait été rappelé alors qu'il a absolument rien fait en Chine. Bon, ce week-end, il a marqué, mais c'est un concours de circonstances. Comment on peut justifier le choix de le faire venir? Écoute, pour revenir sur le cas donc de Lavezzi, écoute, il en a parlé et en même temps, il n'a pas vraiment répondu à la question. Il a juste dit que c'est un joueur qui est habitué à revêtir le maillot de la sélection et qu'il est important pour la sélection et qu'il fera appel à lui pour jouer 45 minutes. C'est tout, quoi. Il a juste dit que c'est un joueur qui est un peu un équilibriste, qui arrive à percer les lignes, mais c'est tout. On ne l'a pas vraiment dit pourquoi il est toujours en sélection. Il a un peu parlé à la langue de bois de ce côté-là, quoi. Il a pas vraiment. Je pense que c'est surtout que, comme je le redisais avant, c'est encore un joueur qui est important dans le vestiaire, entre parenthèses, et puis il y a les anciens du vestiaire qui le soutiennent et puis qui ont demandé qu'il soit toujours là parce que je vois pas d'autre chose. Il y a tellement un gros vivier de joueurs en Argentine que je vois pas pourquoi Lavezzi est toujours là. Il joue pas en Chine, il a marqué un but depuis le début, donc alors son passage il a un peu noyé le poisson, quoi. Son passage en Chine, il faut rappeler quand même qu'il s'était gravement blessé au coude l'année dernière en Copa América, même cet été, que dis-je, cet été. Oui, mais après, les 10 premiers matchs qu'il a fait en Chine, c'était beaucoup de courses dans le vide, des mauvais choix. Après, le coach l'a pas aidé. Il a joué arrière gauche, il a joué arrière droit, il a joué milieu défensif, il a joué un peu partout. Mais là, ça va mieux. Ce début de saison, ça va mieux. Il a marqué 2 buts ce week-end. Il en est à 3 ou 4 passes décisives. Mais bon, à son âge, je comprends pas comment on puisse encore aller en sélection en jouant, dans une équipe. Surtout quand tu vois le vivier de joueurs qui est en Argentine, que ce soit au milieu ou surtout en attaque. Donc c'est ça, quand on lui a posé la question, écoute, pour revenir à ça, il a un peu parlé la langue de bois. Il a juste dit que c'est un joueur important pour l'Argentine, qu'il est toujours présent s'il faut jouer 45 minutes pour l'équipe, que c'est un joueur qui arrive un peu à casser les lignes, mais c'est tout, quoi. Il a un peu fait un discours de politicien, si je puis dire. Je pense aussi que c'est important d'avoir je sais que c'est un peu contradictoire avec son niveau actuel, ce qu'il a pu montrer en Chine, et probablement son rythme de vie également, mais ça reste, comme tu l'as dit, un joueur important pour le vestiaire et c'est probablement très important d'avoir des joueurs de cadres vestiaire pour soutenir le groupe, surtout en ce moment en sélection qui va avoir énormément besoin de caractère pour se qualifier parce que c'est pas fait du tout. Ouais, exactement, c'est ça. Donc après, je trouvais ça un peu... il a fait une interview pour faire une interview. Il n'y a pas eu vraiment de grande punchline dedans, en parenthèse, quoi. En effet. Merci beaucoup pour l'Argentine, Rodolphe. On y reviendra évidemment régulièrement, puisque l'Argentine, ça reste un des très gros d'Amérique du Sud. On sait que ça intéresse beaucoup de monde avec des grands clubs de caractère et des joueurs futures vedettes internationales. Et j'allais dire que vous verrez un jour en Europe ou pas, puisque ce serait bien, comme avec la Chine, que l'Europe arrête de piller... ou alors assume de se faire piller par la Chine, ou arrête de piller les championnats latinos. Et bien maintenant, on va partir au Costa Rica, du côté de Isla Nublar, des destinations de vacances de Spielberg avec ses reptiles, voir si ça joue un petit peu au foot avec Grégory Chaboch. Est-ce que tu es là, Grégory? Salut à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Grégory. Donc, partons au Costa Rica, Greg. Costa Rica, qui est un peu comme l'Uruguay, qui a un championnat, un système très très alambiqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors la saison se coupe en 2 parties. Donc on a le tournoi d'hiver, donc le Hiverno cette année 2016, et le Verano, donc le tournoi d'été 2017. Là on est donc à la fin du Verano 2017 et si vous voulez, les tournois sont composés donc d'un championnat classique avec 12 équipes qui s'affrontent tous 2 fois, et les 4 premières équipes du classement s'affrontent dans un barrage appelé quadrangular. Voilà, et là nous sommes dans le quadrangular du Verano 2017. Donc le Verano 2017, c'est la première partie du championnat ou c'est la seconde? Non, c'est la seconde. C'est la seconde comme au Mexique, ouais. donc.
Exactement. C'est la seconde partie. Alors, à savoir que la Fédé vraiment se cherche depuis quelques années avec le championnat. Ils sont pas forcément contents de cette formule parce que ça fait un calendrier très chargé. Donc c'est vrai que la Fédé encore rechigne un peu sur ce calendrier et il y aura sûrement des changements à venir la saison prochaine. Et du coup, même question à chaque fois, quand je disais, comme on l'a dit à Jérôme, et comme on l'a dit à chaque fois qu'on présentait un nouveau championnat, quels sont les grands clubs historiques costaricains? Alors, le plus connu, hein, le plus historique, c'est le Deportivo Saprissa, donc le club de la capitale, hein, évidemment. Le Deportivo Saprissa, donc qui truste le championnat depuis énormément d'années. C'est vraiment, s'il faut faire une comparaison, le Bayern Munich, si vous voulez, pour les plus européens du foot. C'est vraiment le club qui domine tout. Donc Saprissa, c'est quand même 32 championnats gagnés. Donc vous voyez un peu la tête une totale domination, quoi. Voilà, une totale domination, et c'est également le club costaricien qui a gagné quand même la Ligue des Champions CONCACAF en 93, 95 et 2005. Donc quand même 3 éditions de la Ligue des Champions remportées pour Saprissa. C'est vraiment l'ogre du Costa Rica. Mais alors du coup, si le Deportivo Saprissa est le Bayern Munich costaricain, mais alors qui donc est le Borussia Dortmund, le Stuttgart, qui sont une compagnie. Et exactement. Alors, je te propose déjà de parler du deuxième plus grand club historique, du moins le deuxième plus grand au niveau de l'histoire, c'est Alajuelense, voilà, qui est donc un peu le Dortmund, si tu veux, du championnat, pour continuer ma comparaison avec l'Allemagne. À eux seuls, donc, c'est 29 titres de champion. Donc, c'est vraiment le grand adversaire de Saprissa. À savoir que quand ils se rencontrent tous les deux, c'est le classico, hein. C'est vraiment le classico du pays. Tout le pays parle de ça. C'est vraiment le gros match. Et c'est ainsi. Alajuelense qui a d'ailleurs lui aussi gagné des Copa CONCACAF, des Ligues des Champions de la CONCACAF. Exactement. 2 en 86 et en 2004. Ils ont fait 4 finales, donc 6 finales en tout, 2 gagnés, 4 perdus. C'est vrai que c'est quand même aussi c'est le club historique, hein, vraiment, c'est un club historique du Costa Rica. Vous connaissez sûrement son entraîneur si vous vous intéressez un peu à son entraîneur actuel, si vous vous intéressez un peu au foot espagnol, c'est Benito Floro, ancien entraîneur notamment du Real Madrid. Ouais. Voilà, il est entraîneur aujourd'hui. Entraîneur Benito Floro qui a entraîné le Real Madrid en 2009, que je me souviens, 2007. Non, un peu ouais, avant, il me semble, 2006, il me semble. C'est 2006. C'était Ouais, après la démission de quelqu'un, ça devait être après la démission de Luxembourgo ou quelque chose comme ça. Exactement. Je vais juste retrouver ça rapidement. Moi, j'ai 92-94. Ah oui, il a entraîné le Real Madrid en 92-94. Ouais. C'est ce que j'ai là. D'accord, donc rien à voir avec celui auquel je pensais. Non. Il est passé notamment à Vissel Kobe au Japon. Alors, notre ami Baptiste n'est pas avec nous, mais ça doit lui dire quelque chose. Il est passé également à Monterrey et il a surtout été le sélectionneur du Canada. Canada dont on avait parlé dans le premier podcast. Le premier podcast, tout à fait. Le trouble fait un peu de ce championnat du Costa Rica ces temps-ci, Herediano, donc un club qui n'a pas forcément joué les premiers rôles tout de suite dans l'histoire du foot costaricien, mais qui s'est réveillé. En fait, si vous voulez, il y a eu 2 parties. Il y a eu la première partie dans les années 20, 30, 40, où Herediano était vraiment une grosse place du foot costaricien. Puis ensuite, il y a eu une espèce de disparition progressive. Dans les années 60, 70, ils sont rarement là. Les années 80, on les voit peu. Les années 2000, le début des années 2000 est très très compliqué pour le club. Et à partir de 2012, 2013, 2015, 2016, là, ils se réveillent un peu. On les voit de plus en plus. Et c'est eux vraiment qui font office de troisième grand club du pays et de ce championnat du Costa Rica. Et il y a un nom qui m'intrigue comme ça, là, je veux juste savoir si c'est un club là, qui juste fait une bonne saison ou qui était un gros club. Dis-moi. C'est le petit Limón, qui tout simplement veut dire citron. Voilà, le petit club du citron. Quid de Limón? Quid de Limón? Alors, Limón, justement, j'allais en parler dans
dans mon débrief du quadrangular, puisqu'ils font partie cette année du barrage de l'été. Et d'ailleurs, c'est eux belle transition hein, d'ailleurs, parce que c'est eux vraiment qui sont très en vue durant ce tournoi. Pour vous donner un peu l'exemple, Limone, c'est un club qui est relativement petit quand même. C'est pas un grand cadre quoi. C'est vraiment un petit club qui a su s'arracher pour atteindre ses playoffs. Et première journée des playoffs, donc il y a 3 journées j'appelle ça le playoff. Hein, le quadrangular, je préfère dire playoff, ça va un peu plus vite. Ça ressemble un petit peu au système belge, je trouve. Alors, je peux pas dire parce que je connais pas trop le système belge, mais Tu ne connais pas la Jupiler League? Non, désolé. Désolé, j'ai un manque de culture belge. Et donc dans cette première journée donc du playoff, Limone justement affrontait Saprissa, donc l'ogre et surtout le vainqueur du tournoi d'hiver 2016. Tout le monde pensait à ce que Limone prenne une grosse baffe. Et finalement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire puisque Limone l'emporte 5-1. Donc face au Deportivo Saprissa. Il y avait quand même 3-1 à la mi-temps et ensuite 2 magnifiques buts en deuxième période. Donc ça, c'est vraiment la sensation de la première journée. Limone qui met 5 buts à Saprissa. Vraiment, personne s'y attendait. À savoir que Saprissa est invaincu sur sa pelouse. Là, ils ont perdu à l'extérieur, mais c'est vraiment pour vous dire, ils font une grosse saison Saprissa. Ils ont pris un peu une low contre Pachuca, me semble-t-il, en quart de finale de Ligue des Champions ou en 8e, je sais plus. Mais ils font une très belle saison au Costa Rica. Ils sont vraiment parmi, encore une fois, vraiment ils sont les leaders et c'est eux qui tirent le championnat vers le haut. Et là, ils se sont totalement écroulés. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le calendrier qui est très excessif avec beaucoup de matchs par journée. C'était presque un rythme d'un club en Ligue des Champions. Qui était infligé à des petits clubs ou à Saprissa qui n'a pas l'effectif clairement pour jouer la Ligue des Champions. Donc c'était vraiment intenable. Et là, on commence à sentir les premiers effets dévastateurs de ce calendrier trop surchargé. Et Saprissa a totalement pris l'eau à Limone. Dans la deuxième. Saprissa a pris l'eau à Limone. Bon bref, je suis submergé de jeux de mots. Vas-y, continue. J'en ai placé certains, j'ai fait exprès, certains, j'ai pas fait exprès, je l'avoue. Dans le deuxième match de cette première journée, Herediano affrontait les Santos de Guapiles. Donc, Santos de Guapiles, c'est un club qui, dans l'histoire, est pas fabuleux, mais qui se débrouille bien. Ils ont été déjà en play-off en hiver, en 2016. Et là, ils ont encore leur place en play-off. Donc, il y a une certaine continuité, on va dire. Là, par contre, Herediano, qui était le favori, a un peu joué les petits bras. Ils n'avaient pas trop d'intention alors qu'ils étaient à la maison. Ça m'a un peu surpris, je l'avoue. Mais voilà, le Herediano est venu pour on va dire, pour ne pas perdre et pour prendre un point contre les Santos de Guapiles. Donc évidemment, quand tu es le leader et quand tu es le favori du match et que tu refuses de jouer, évidemment, la sentence ne peut que tomber. Le match se finit à 0-0 et voilà, et ça fait 0-0 et c'est très chiant à regarder et à la journée 2. Et j'ai, pour finir pour Costa Rica, puisqu'on a déjà fait une grosse émission, mais il y a une question quand même question me taraude. C'est tout simplement, tu parles énormément du Costa Rica, toujours à travers la ligue régionale de la CONCACAF, puisque c'est vrai que c'est un petit championnat, un petit pays qui existe énormément à travers sa sélection et au travers de ses performances continentales. Et il se trouve que les clubs costaricains n'ont même pas atteint la finale de la CONCACAF depuis 2005, plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Non, 12 ans. 12 ans. Un peu moins de 15 ans, enfin voilà. Et du coup, là, la question que j'ai envie de me poser, c'est face à une Liga MX, une ligue mexicaine, qui ne cesse de croître en termes de revenus d'argent et en termes de qualité aussi, et une MLS qui également génère de plus en plus d'argent et dont les clubs commencent à vraiment grossir et voire parfois concurrencer un tout petit peu les Mexicains, mais on n'est pas encore là. Est-ce que le petit championnat costaricain ne va pas finir par être écrasé ? Parce qu'autant la sélection peut s'en sortir parce que c'est une question de génération, de formation,
Mais pour ce qui est des clubs, voilà, il y a toute une question d'argent derrière. Est-ce que du coup, dans cette Liga CONCACAF, cette Ligue des champions CONCACAF, est-ce qu'il y aura encore de la place d'ailleurs pour le Costa Rica ou pour d'autres que les grands Américains et Mexicains? Alors clairement, pour répondre à ta question, c'est sûr que le championnat, face à ses voisins, fait un peu mine grise. Et honnêtement, quand tu regardes les équipes au Costa Rica et quand tu regardes, comme tu l'as dit, la MLS ou la Ligue mexicaine, voilà quoi, tu vois qu'il y a vraiment une différence. Par exemple, le Deportivo Saprissa qui a affronté Pachuca en huitième, c'est en huitième de finale de la Ligue des Champions cette saison. Honnêtement. Pachuca est venu avec son équipe bis voir les U21, alors que Saprissa a vraiment. Pachuca est une équipe de U21, donc très très fort, mais une équipe de U21. Et en fait, pour eux, si tu veux, c'était pas la priorité vraiment pour le club mexicain, c'était pas la priorité ce match, alors que Saprissa avait vraiment fondé tous ses espoirs dans ce match. Il y a eu un 0-0 à l'aller. Les médias en ont fait énormément au pays en disant ils peuvent le faire au retour, ils peuvent aller gagner là-bas, c'est possible. 0-0, c'est un bon score. Et finalement, le score est sans appel, 5-0 au retour. Et on rentre à la maison tranquillement. Après, la deuxième phase de ta question, elle est très intéressante parce que le Costa Rica, c'est vraiment une forme de football très intéressante où la sélection devient, si tu veux, la locomotive de du championnat. C'est très rare en Europe. D'ailleurs, il me semble qu'en Europe, il n'y a pas vraiment cet exemple. Si, peut-être l'Islande, où l'Islande vraiment Trust, par exemple, ils l'ont prouvé à l'Euro avec leur quart de finale de l'Euro, et pourtant le championnat est inconnu. Voilà, là c'est un peu le même principe, si tu veux. Ils font une quart de finale en 2014, la sélection, on mise beaucoup et énormément sur la sélection pour faire connaître le pays à l'étranger, après, Greg, c'est à voir parce que tu parles de l'Islande, mais la plupart des joueurs islandais jouent à l'étranger, tu vois. Ils jouent pas en Islande. Exactement, comme le Costa Rica d'ailleurs. La majorité des joueurs costariciens jouent à l'étranger. Vous connaissez les plus connus, Brian Ruiz qui joue au Sporting, Joel Campbell qui joue également au Sporting. Keylor Navas qui joue au Real Madrid. C'est vraiment les porte-drapeaux du pays et on compte un peu sur eux pour que les gens s'intéressent au pays. Après, Keylor Navas, c'est la folie. J'étais au Costa Rica. Écoute, ils avaient tous des maillots que sur lui. Il y a des photos de partout. Il n'y avait aucun autre joueur. C'était juste Keylor Navas, maillot du Real Madrid. Ils vendaient limite plus de maillots du Real Madrid avec lui que du Costa Rica. C'était impressionnant. Clairement, à savoir est en préparation un film biopic sur Keylor Navas actuellement, alors que le gars a même pas 30 ans, quoi. Donc, vous voyez un peu la folie furieuse qu'il y a autour de ce joueur. Juste, je te demande, Simon, si j'ai déjà bien répondu à ta première question, si j'étais clair, et si on peut parler de la deuxième journée, parce qu'il y a eu une deuxième journée ce week-end des playoffs. Ouais, très bien. Ah oui, non, tu as très bien répondu à ma question. Et je t'en prie, j'allais de toute façon te dire pour terminer de faire un petit point où on en est exactement au jour le jour, à l'heure où on parle, où on enregistre plutôt de ce championnat costaricain. Et après, on passera à la fin à la rubrique de dernier mot. Donc ce week-end, la deuxième journée des playoffs, la grosse affiche, c'était Saprissa qui affrontait Herediano. Donc là, c'était vraiment le duel entre les deux plus grandes équipes du moment, puisque Ala a un peu baissé de pied. Ils se sont même pas qualifiés pour les playoffs. Ils ont fini 9e du championnat régulier. Compliqué pour eux. Là, Saprissa affrontait donc Herediano. C'était un très très gros match. Ça se passait donc sur le terrain de Saprissa, où Saprissa est invaincu cette saison. 23 000 spectateurs en tout. Comme quoi on peut remplir quand même un stade même au Costa Rica. Beaucoup pour la Ligue 1, ça. Et donc un affrontement au sommet. Ce match en fait était très bizarre parce que très tendu des deux côtés. La défaite de Saprissa lors de la première journée les a mis vraiment au pied du mur. Il fallait absolument gagner ce match. Herediano de son côté avait fait 0-0, donc également se devait de gagner. Et là vraiment c'est parti un peu dans tous les sens. J'avoue que l'arbitre a été totalement à la rue. Il a fait au moins 5 ou 6 erreurs dans le match relativement graves. En tout, il y a eu 3 pénaltys sifflés, 3 pénaltys marqués. Le match se finit sur le score de 2-2. C'est vraiment un match. Honnêtement, c'est un scénario comme on en rêve, quoi. Saprissa ouvre le score en fin de première mi-temps sur un penalty
qui est discutable. Mais bon, il y a penalty, il y a l'arbitre siffle penalty, il marque, le stade commence à s'enflammer. Herediano va réduire l'écart, même pas. Ils vont égaliser grâce à l'international Enzo Feifa sur penalty également. Donc là, penalty à l'extérieur, il y a une bronca, il y a tout le stade qui se chauffe. Égalisation 1-1. Herediano qui marque à l'extérieur, on pense à la 85e minute, on pense que c'est fini. Herediano va enfin l'emporter et Saprissa sera enfin battu chez lui. Et là, 90e minute plus 3, penalty pour Saprissa, très discutable. Une main dans la surface de réparation, très très discutable. Penalty évidemment transformé. 2-2 en fin de match. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Les joueurs d'Herediano et le coach qui s'en prennent à l'arbitre. D'ailleurs, la commission de discipline a communiqué hier que l'entraîneur de Herediano, Hernan Medford, 4 matchs après ce qu'il a dit à l'arbitre. Donc, bon, je pense qu'il lui a pas dit que bravo. Beaucoup de joueurs vont être suspendus et c'est à venir encore. On n'a pas encore le détail des joueurs suspendus, mais bref, Herediano s'est emporté parce qu'ils ont compris qu'ils étaient hors course pour la victoire finale. Et ça a pris ça avec le nul, même s'ils s'en sont bien sortis. Finalement, avec 1 point en 2 journées, et il restera une 3e journée à jouer ce week-end. C'est fini. Pour ce gros match donc, Santos donc de Guapiles face à Limon. Là, on se dit Limon est sur une très belle lancée après avoir cartonné contre Saprissa. Ils vont sûrement enchaîner. Et évidemment, quand on a des certitudes dans le foot, elles sont totalement remises en question dès le match qui suit, puisque Limon se prend une baffe. Mais quand je vous dis une baffe, c'est qu'ils n'ont pas existé dans le match face à Santos de Guapiles. Je dirais même que Limon s'est fait presser. Exactement. J'allais la faire de toute façon. C'était soit toi, soit moi. Donc je préfère que ce soit toi qui prenne le bid pour les auditeurs. Merci. Mais j'allais la faire. Et donc le Santos de Guapiles a très bien joué le coup devant son public. Il gagne le match 3-0, impeccable, rien à dire. Au classement donc, puisqu'il y a quand même un petit classement de ce play-off, les Santos de Guapiles sont premiers avec 4 points, Limon est 2e avec 3 points, et ensuite suit Herediano 3e avec 2 points, et Saprissa qui ne peut plus donc gagner ce play-off, dernier avec 1 point. La dernière journée, donc vous l'avez compris, Santos de Guapiles, Herediano, Saprissa recevra Limon. Merci beaucoup Greg. Et une dernière question rapidement, comment on peut suivre le championnat costaricain ? Alors ça, c'est très difficile. J'ai vraiment galéré avant de pouvoir moi-même le suivre. Je vous donne rendez-vous donc si vous voulez, si vous êtes très intéressé par ce championnat-là, sur Teletica. Voilà, c'est si vous voulez le TF1 costaricien. On peut y suivre le championnat et on peut également y suivre la sélection et tous les matchs de la sélection. Donc à choper en streaming sur internet. En fait, vous tapez seulement dans Google Teletica, vous tombez sur le site officiel de la chaîne et il y a un direct qui est proposé. D'accord, ah oui, très bien. Ah oui, donc, d'accord, c'est assez simple. Parfait. Voilà. Eh bien, écoute, c'est une bonne prévision. Je vais m'y mettre aussi. Merci Greg, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, de ce 3e podcast, et on va terminer par le traditionnel, enfin qui commence à être traditionnel, tour du dernier mot. Et Monsieur Jérôme Le Signe est parti, donc il n'y aura pas de dernier mot uruguayen, mais je peux dire à sa place donc de rappeler que la prochaine journée, ce week-end, va voir s'affronter le premier contre le deuxième, le Defensor qui va recevoir le Nacional Montevideo, et donc le premier contre le deuxième à 2 journées de la fin. Autant dire que vous avez en Uruguay une vraie finale de championnat, donc de première partie de championnat, puisque, comme vous l'avez compris, il y a une apertura et clausura. Rodolphe, est-ce que tu veux nous dire un petit dernier mot, Rodolphe ? Oui, écoute, juste pour revenir, ça va être aussi le côté uruguay, qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans que Luis Suarez a fait ses débuts professionnels avec le national. Donc, c'est quand même une belle histoire avec un tel joueur qu'on a pu découvrir aussi à l'Ajax. Et puis, du côté argentin, écoute, un petit mot sur le retour de Licha samedi dernier. Après 80 jours d'indisponibilité, il est enfin revenu avec le Racing. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de supporters français et notamment du côté de Lyon qui nous écoutent à cette heure-ci et qui seront contents de savoir que Licha Lopez est revenu sur le terrain. Il a joué environ 15 minutes lors de la défaite, malgré tout, contre Temperley 3-0. Et puis, à regarder ce week-end, des gros matchs, comme je l'ai dit avant, il y a vraiment de belles affiches tout au long du week-end en Argentine qu'on peut voir sur YouTube en direct. Au niveau des horaires, on les a pas encore. C'est un peu la beauté de l'Argentine où c'est communiqué 24 heures avant. Donc, je pense que demain,
on devrait avoir les horaires fixes des matchs, mais il y aura des superbes matchs ce week-end. Les grosses affiches arrivent à 7 journées de la fin du championnat argentin. Merci beaucoup, Rodolphe. Sébastien, je ne t'oublie pas. Es-tu encore avec nous, Sébastien? Oui, je suis là. J'étais en train de guetter les horaires des matchs de ce week-end. Et donc, il y a deux grosses affiches qui seront diffusées sur SFR Sport 2. Le Guangzhou Evergrande de Scolari contre le Shanghai Shenhua de Gustavo Poyet. Et ça sera vendredi à 13h35. Et samedi, il y a... Non, le samedi, oui, il y a le match entre Guangzhou RNF et Shandong Luneng qui aussi va se jouer. Donc là, on est sur le haut de tableau. Là. Ça sera dimanche à 13h35, Shandong Luneng, Guangzhou RNF. Donc ça sera le premier contre le 7e et le troisième, le deuxième contre le 4e. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, ma foi, comme tu l'as dit, le championnat chinois qui commence un petit peu à passer à la télévision française et qui donc captable, voilà. Vous pouvez regarder en allumant votre poste de télévision, en choisissant bien votre chaîne, puisqu'on se perd facilement sur la télévision française. Et enfin, la télévision tout court. Ah là là, le coup de gueule alternatif. Bref. Et Greg, dernier mot de Greg. Dis-moi. Alors, je vais vous parler, pas du championnat, parce que j'ai fait quand même un résumé, je trouve complet. Donc, je vais vous parler un peu du foot de sélection et d'une compétition qui aura lieu du 7 au 26 juillet, donc cet été, qui est un peu galvaudée, je trouve. C'est la Gold Cup 2017 avec le Costa Rica qui fait partie des favoris, avec notamment le Mexique et je sais même pas si le Mexique joue la Gold Cup, avec le Mexique et les États-Unis. Le groupe du Costa Rica, tout simplement, il y a le Honduras, la Guyane française et le Canada. Gold Cup cet été, ce qui va tenir encore le Costa Rica en haleine durant l'été. Merci beaucoup, Greg. Et je vais rebondir sur ta Gold Cup en déclarant que, ma foi, vu que c'est totalement le genre de compétition couverte par Lucarno Posé, pourquoi pas faire un spécial Gold Cup quand ça commencera à arriver. Surtout avec les Coupes du Monde qui vont co-organiser normalement entre le Mexique, Canada et États-Unis dans quelques années, ça va être sympa aussi. Voilà, par exemple. Et la deuxième chose… Juste pour préciser… Dis-moi. Juste pour préciser, la Gold Cup cette année se déroulera donc aux États-Unis. Comme beaucoup. Comme par hasard, encore une fois. Et la deuxième chose, c'est de remercier Sébastien de nous avoir fait ce point sur la Chine, puisque comme Baptiste la dernière fois avec la Corée, ce sont des championnats encore assez méconnus, mais qui n'ont pas de raison de le rester. Et notamment, je reviendrai sur cette dernière question qu'on a posée à Sébastien, qui a très bien répondu. Et il n'y a aucune raison de s'offusquer chaque fois qu'un joueur part en Chine. Nous avons fait la même chose avec tous les autres continents. Donc voilà, c'est tout simplement. On ne peut que être content pour les Chinois qui veulent suivre le championnat chinois et les gens qui suivront le championnat chinois qui vont avoir des super joueurs. Et la troisième chose, tout simplement, c'est que le championnat du Brésil reprend ce week-end et que nous ferons un point spécial Brésil pour le podcast numéro 4, probablement avec Marcelin s'il est disponible. Oui, dis-moi. Simon, oui. Parce que le pauvre Simon, il fait une émission, le pauvre, c'est lui qui organise tout. J'ai un petit peu de football brésilien, une dernière question. Palmeiras gagnant la Libertadores, oui, non, possible? Comment dire, sur le papier, c'est possible. Ils ont probablement un des plus gros effectifs de cette compétition. Mais dans les faits, ce n'est pas encore ça. Si l'équipe tourne assez bien, elle est quand même dans une phase, dans une légère phase de transition, puisqu'elle a perdu son coach, vainqueur du championnat à la fin du dernier championnat pour le titre. Et voilà, l'effectif doit se faire doit intégrer quelques nouveaux joueurs clés, Guerra, Borja par exemple, et également se faire à son nouvel entraîneur Eduardo Batista. Donc ils ont effectif pour le faire. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils ont recruté, ils ont fait un assez bon recrutement. Après, il faut que la mayonnaise prenne.
Et ça prend un peu de temps, forcément. Mais du coup, c'est un petit peu trop tôt pour parler de titre, je pense, en Libertadores. Meilleur représentant brésilien, alors c'est qui pour toi du côté brésilien cette année? Pour moi, ça peut être Flamengo. Ça peut être Flamengo parce que il y a Guerreiro, c'est ça? Non, parce que recrutement. Je suis pas autant fanboy que Monsieur Nicolas Kogo de Guerreiro, même si j'apprécie beaucoup. Du côté de Flamengo, il y a l'autre Péruvien qui est derrière, qui joue très très bien. On n'en parle pas beaucoup. Je sais plus son nom, je crois. Tu parles de Trauco, arrière latéral. Exactement. Voilà, c'est lui. Exactement. Je l'ai vu jouer comme ça et d'ailleurs, je crois qu'il est à l'origine d'un des buts de Guerreiro sur l'un des derniers matchs en Libertadores, une transversale magnifique et vraiment sympa à avoir joué. Bon voilà, pour répondre à ta question, Flamengo fait un recrutement intelligent, est toujours sur la même lancée avec le même jeune entraîneur, Zé Ricardo, qui fait très bien jouer son équipe. Du coup, Flamengo, je dis pourquoi pas. Voilà, c'est assez stable et tout. Mais après, voilà, si la mayonnaise prend également, par exemple, à l'Atlético Mineiro, qui a un effectif plus avec Fred, Robinho, un certain Otero qui doit pas te laisser il faut toujours un petit Vénézuélien. Voilà, Cazares, Serrazzo, enfin voilà, c'est que du talent, l'Atlético Mineiro, mais c'est encore un peu dilettante. Voilà, si la mayonnaise prend, honnêtement, l'Atlético Mineiro, on les a vus en quart de finale l'année dernière, on peut les revoir en quart ou en demi, ou en finale cette année, sans problème. Ouais, moi ça reste mes favoris, un des clubs brésiliens, je pense, cette année, vu le retard du début du championnat argentin, ça, à part River, les autres, ça a pris du temps, donc je pense que ça va jouer entre un club brésilien et l'autre, je sais pas, on verra. Peut-être Barcelone. Ça reste National Montevideo marche très bien pour défendre la région de Jérôme. Messieurs, je vous remercie. Je vous remercie tous. Et puis, on va se quitter là-dessus sur une touche un peu samba pour la reprendre donc au numéro 4 de l'autre football. Merci à tous, messieurs, et à la prochaine fois.